Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. En avril 2015, des manifestants libèrent un véhicule chargé d'explosifs saisi par la douane. La scène se passe à Pau, dans le Naouri. 17 octobre 2015, la police nationale procède au contrôle des véhicules aux vitres fumées et teintées. Colère des conducteurs. Or, la mesure est officielle depuis le 14 octobre. 31 décembre 2015, des blessés à l'hôpital Yalgado-Ouedraogo dû à l'utilisation de pétards pourtant interdites par le gouvernement. Et dans tout cela, l'autorité de l'État bafouée et piétinée. Les attaques de Ouagadougou du 16 janvier 2016 viennent nous rappeler ce combat sans relâche contre l'incivisme et la nécessaire restauration de l'autorité de l'État. Ce soir, je reçois deux invités pour discuter du sujet. Comment changer nos habitudes pour être en phase avec la lutte acharnée contre le terrorisme? Telle est la principale interrogation de cette émission. Je reçois donc Maître Guy Hervé Cam, avocat et porte-parole du Balai citoyen. Bonsoir Maître. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Deuxième invité à cette émission, professeur Bourema Ouedraogo, sociologue et enseignant à l'Université de Ouagadougou. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. Première question, Maître Cam, il est vrai qu'il faut apporter des réponses sécuritaires et même voire socio-économiques à cette menace du terrorisme, mais est-ce qu'il ne faut pas pour nous-mêmes changer d'habitude, de comportement? Je vous remercie. Je crois que le terrorisme déjà, le fait que le terrorisme soit présent dans une région, que le risque de terrorisme soit présent dans un pays, implique déjà de la part des gouvernants et de la part des gouvernés forcément un comportement en réponse à ces menaces-là. Pour ce qui concerne notre pays, c'est devenu depuis un certain temps une réalité, même si les événements du 15 passé ont atteint des proportions jamais imaginées pour notre pays. Et je pense qu'on doit pouvoir dire que depuis le 15, justement, tout le monde doit avoir pris conscience qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut changer, il y a un certain nombre de comportements qu'il faut avoir pour venir en réponse à ce terrorisme-là. Parce que il ne faut pas croire que les terroristes, ils ont frappé le 15 et puis c'est fini. Maintenant, à partir du moment où il faut lutter, nous devons forcément changer nos comportements. Et changer nos comportements, ça veut dire beaucoup de choses sur lesquelles peut-être qu'on reviendra. Voilà. Oui, professeur Bourema Ouedraogo, donc c'est une nouvelle donne pour le Burkina Faso et donc une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Absolument. Merci pour l'invitation. Au moment où le pays est encore sous le choc, je voudrais m'incliner sur la mémoire des victimes de ces attentats. Je pense qu'effectivement c'était inouï, c'était inattendu et aucun mot, aucun qualificatif, aucun superlatif n'est assez suffisant pour caractériser ce qui est arrivé à notre pays le 15. Cela dit, je pense effectivement que pour arriver à contenir ce phénomène, ce terrorisme, il faut une responsabilité partagée. Comme le disait Maître Cam, il faut de la part de tous les citoyens, gouvernants comme gouvernés, que les gens ensemble essaient de regarder la réalité en face et essaient de voir ensemble comment arriver donc à contenir ce mal-là. Je pense que le mal est plus profond que les gens ne semblent percevoir, parce que la relation justement entre les gouvernants et les gouvernés, l'incivisme dont il est question tout à l'heure, je pense que ces causes sont très très profondes. Elles sont très très profondes parce que je pense que pour parler véritablement de ce qui nous arrive aujourd'hui et qu'on met facilement sur le compte de l'incivisme, je pense qu'il faut questionner même ce que c'est que l'État. Parce qu'en fait, on constate qu'il y a une sorte de rejet, une sorte de méfiance vis-à-vis de l'autorité, pas de toutes les autorités, disons singulièrement de l'autorité politique. Et cela nous amène donc à questionner un peu le rapport entre gouvernants et gouvernés.
Tout à fait. Je pense que quelqu'un a défini l'État comme étant le monopole de la violence légitime. Je pense que cette définition, si on devait s'en tenir à elle, elle rend très très mal compte de notre situation aujourd'hui. Parce que monopole de quoi? Monopole de quelle violence? On se rend compte qu'aujourd'hui, est-ce que l'État a les moyens, justement, de sa politique, en termes de répression même? Effectifs de gendarmes, effectifs de policiers, moyens de lutte. Oui. Est-ce qu'on a ces moyens-là? Donc, je me pose cette question-là. Par ailleurs, monopole de quoi quand on sait que la peur même du gendarme, la peur du policier est en train de s'effriter sous nos yeux. Les gens n'ont plus peur de la police, n'ont plus peur de la gendarmerie. Je peux même dire que les gens, au dernier temps du régime de Chu, les gens n'avaient même pas peur du RSP, qui avait réussi à construire tout un mythe autour, un imaginaire autour de sa puissance. Et donc, je veux dire que là aussi, monopole de quoi? Et enfin, évidemment, monopole de quoi quand on sait que cet esprit d'insoumission qui, depuis 2011, ne fait que monter crescendo, de ce rejet de l'État et de l'autorité, je me dis qu'il y a lieu de questionner ces rapports et de voir d'où ça vient. D'où, justement, je pense qu'il faut même revenir à cette définition de l'État et peut-être voir l'État aujourd'hui, que ce qui est en cause. Et là, c'est très, très profond. C'est peut-être même, je veux dire, la légitimité, le symbole de l'État qui est en cause. C'est le symbole. Qu'est-ce qui peut contenir les gens? Quelles croyances les gens ont vis-à-vis de l'État et du pouvoir de l'État pour pouvoir justement se soumettre volontairement à l'autorité de l'État? Je pense que c'est ça qui est en cause. Vous aurez le temps de revenir sur ces aspects dans la deuxième partie de cette émission. Mais pour l'instant, Maître Cam, on l'a vu, si changement de comportement ou d'habitude il doit y avoir, par où il faut commencer? Est-ce que c'est d'abord la vigilance par rapport à tout ce qui nous entoure, à tous ces mouvements? Non, ce que je veux commencer par dire, c'est que le changement de comportement ne veut pas dire déjà que nous devons changer notre manière de vivre. Donc, nous devons sans doute maintenir notre manière de vivre parce que les terroristes ont envie, en fait, de désorganiser la société et il ne faut pas que nous cédons à cela. Par contre, changer de comportement, déjà, veut dire que nous devenons tous, en réalité, des acteurs de la lutte contre le terrorisme. Et lorsque on est chacun et tous acteurs de la lutte contre le terrorisme, cela veut dire qu'on est déjà tous en phase avec les moyens que l'autorité légitime va mettre en place. Pour lutter contre le terrorisme, les autorités sécuritaires vont prendre des dispositions. Ils ont déjà pris des dispositions. Et nous, en tant qu'acteurs de la lutte contre le terrorisme, nous devons déjà respecter ces dispositions-là à la lettre. Et je dirais, d'ailleurs, nous devons respecter cela avec joie. Parce qu'en réalité, ça peut nous imposer des contraintes. Mais au fond, ce sont des contraintes pour notre propre sécurité. Et en plus de cela, changer de comportement veut dire que ce que l'on pouvait faire, ce que l'on pouvait voir avec une certaine négligence ne devrait pas, en réalité, être le cas désormais. Ça veut dire que la question des signalements, par exemple, sans tomber dans l'abus, ben, il va falloir que chacun, en fait, à son niveau, essaie donc de répondre à ça. Donc, ça veut dire que ce qu'on pouvait négliger hier, on ne doit plus le négliger. Et surtout, il ne faut pas aussi, à la limite, de passe-droit. Ça veut dire, chacun doit donner l'exemple. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous avez parlé tout de suite de pétards, au fond, quand on regarde, on se dit, mais tous ceux qui faisaient péter ces pétards-là, la plupart, ce n'est pas des gens qui travaillent. Ça veut dire qu'il y a des parents qui ont donné l'argent à leurs enfants pour aller acheter des pétards. Le changement de comportement, ça rentre dans tout ça. Ça veut dire que le parent qui sait que le pétard est interdit doit pouvoir expliquer à son enfant que je ne peux pas te payer le pétard, tu peux pleurer, mais il ne faut pas pleurer parce que si les autorités ont dit ça, c'est pour telle raison. Donc il y a un changement de comportement. Il y a aussi le fait, même toujours concernant ces pétards, il y a aussi le fait qu'on a pensé à un moment donné que c'est de la défiance par rapport à l'autorité de l'État pour certains commerçants de faire venir ces pétards ou pour certains acteurs de pouvoir utiliser ces pétards. Oui, ça peut... Je ne sais pas si on peut dire que c'est de la défiance. Moi, je me souviens que, je ne sais pas si c'était la veille de Noël ou la veille du 31, il y a un jeune qui est venu me proposer des pétards. Et je lui dis, mais vous ne pouvez pas me vendre des pétards, c'est interdit. Il a dit, ah, bon, nous, on a acheté. Si nous, on ne vend pas, qu'est-ce qu'on fait avec? Et je lui ai expliqué, mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que sans doute,
on a pris une décision d'interdire les pétards, mais est-ce qu'il y a eu suffisamment d'explications pour dire aux gens pourquoi le pétard est interdit? Donc, dans le changement de comportement de l'autorité, enfin de tout le monde, il y a aussi le changement de comportement de l'autorité. C'est-à-dire que toute décision doit être expliquée. Et à mon avis, celui qui fait péter, celui qui vend ses pétards, s'il comprend qu'il peut lui-même être victime et que c'est pour sa propre sécurité, le comportement ne peut pas être le même. Donc, ça veut dire que notre approche même de la vie en société, de par les décisions que nous prenons en tant qu'autorité, de par les comportements que nous avons en tant que citoyens, c'est cela qui doit changer et qui doit répondre à un objectif qui est d'assurer la sécurité publique finalement. Oui. Mais, professeur Bourema Ouedraogo, par rapport à ces comportements, est-ce qu'il faut identifier un certain nombre d'éléments clés? Oui, je pense que si on revient à cette histoire des pétards, il faut savoir situer les responsabilités. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que le Burkina fabrique ces pétards-là. C'est importé. Alors, par quelle voie ces pétards-là traversent nos frontières et se trouvent sur le marché? Dans le même temps, sans vous couper, professeur, oui. Dans le même temps, en fin 2015, en France, on avait interdit les mêmes pétards, l'utilisation. Et dès la prise de décision par le gouvernement français, on a instauré un contrôle strict aux frontières pour que déjà ces pétards ne puissent pas franchir les frontières de la France. Absolument. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité à ce niveau déjà qu'il faut voir. Mais je suis d'accord avec M. Kam qu'effectivement, à la matière, il faut effectivement que les gens comprennent que la sécurité, c'est dans leur propre intérêt. C'est en fait dans l'intérêt de tout le monde. Mais, bon, comme on dit, il y a ce vieux proverbe qui dit qu'à quelque chose malheur est bon. Je pense que ce qui est arrivé le 15 là est une leçon de choses. Je pense que ceux qui ont vu ça, ceux qui ont vu les images de ça, doivent comprendre justement, quand on dit maintenant il faut garer comme ça, il ne faut pas garer comme ça, ben, il faut se laisser fouiller facilement. Je crois qu'à partir de ce qu'on a vu, je pense que les gens sont un peu adeptes de ce que j'appellerais moi une pédagogie du concret. Tant qu'ils n'ont pas vu, n'ont pas touché, c'est un peu comme des tomates, ils ne croient pas. Mais maintenant, je crois que ça aura servi au moins à ça, que désormais, dorénavant, les gens vont effectivement comprendre que les mesures de sécurité qui sont imposées, c'est premièrement par rapport à leur propre sécurité et que c'est très très important. Je pense que ça va faire école. Oui. Et en dehors de ces mesures de sécurité, est-ce que pour nous-mêmes, comme l'a dit Maître Guy Hervé Kam, pour nous-mêmes, ce changement de comportement doit être fondamental? Absolument, ça doit être fondamental. Moi, pour prendre un exemple banal, tout à l'heure, je devais garer à côté de l'hôtel Silmandé. Il y avait le militaire en tenue qui était à côté. Il ne m'avait pas vu, j'ai garé, mais c'est moi qui l'ai rejoint et je lui ai dit, bon, est-ce que je peux garer? Et il est venu, il m'a dit, bon, vous pouvez, mais il faut ouvrir, je vais fouiller. J'ai ouvert, il a fouillé. Donc, ça veut dire que c'est un exemple de changement de comportement, parce que je pense qu'il faut que les gens, volontairement, ils adhèrent à ces consignes de sécurité. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Oui. Maître Kam, dans son message à l'attention de la nation burkinabé, le président du Faso a parlé de collaboration de la part des citoyens pour mener efficacement la lutte contre le terrorisme et on pense à la police de proximité, mais on l'a vu de par aussi le passé, certaines expériences ont tourné court. Bon, déjà, moi, je ne maîtrise pas bien les contours en fait, de la police de proximité, mais je pense que s'il y a en fait une collaboration, ça peut se passer à plusieurs niveaux. Parce que, bon, la police de proximité, jusqu'à preuve du contraire, je pensais que c'était bon pour des raisons, je veux dire, de sécurité dans les quartiers, ainsi de suite. Par contre, le problème de collaboration tel que ça se passe ici, ça dépasse cela. Parce qu'en réalité, les autorités policières, elles ne peuvent pas travailler s'ils n'ont pas d'informations, s'ils n'ont pas, en fait, de renseignements. Or, nous sommes dans une société où, en général, les gens se disent il ne faut pas que là, ça vienne par moi. Donc, si je dénonce, s'il a un problème, c'est comme si c'est moi qui lui ai créé le problème. On a cette façon de se comporter là, ici. Donc, je pense que, en fait, la collaboration avec les autorités policières, c'est de dire tout simplement qu'en réalité, ces autorités-là, nous avons le même objectif.
Nous sommes des partenaires. Donc, s'ils demandent des renseignements, nous devons répondre de bonne foi. Et si nous avons aussi des informations de bonne foi, nous devons le leur donner. C'est déjà ça, en fait, la collaboration. Et vous avez parlé de l'exemple d'avril 2015. Là aussi, il y a un manque de collaboration parce que voici des douaniers qui sont en train de faire leur travail et la population se fait justice elle-même. Donc la collaboration suppose aussi que si les autorités sont en train de faire leur travail, qu'on leur laisse faire leur travail, même si ça ne nous plaît pas. Parce qu'au-delà de tout, c'est l'intérêt du pays, c'est l'intérêt de notre sécurité qui est en cause. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est multidimensionnel, si on peut le dire ainsi. Et en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'elle est fondamentale dans la lutte contre un phénomène comme le terrorisme. Professeur Ouédraogo. Oui, fondamental, oui, tout à fait d'accord, parce que je parlais tout à l'heure du monopole de la violence et justement, et dans les faits, il n'y a pas de monopole. Justement, je pense que l'idée même de police de proximité naît du fait que l'État prend conscience justement de ses propres insuffisances. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen, mais on peut mettre 10 citoyens derrière chaque policier. C'est un peu l'idée de la police. Mais seulement, bon, il y a aussi, à la matière, il faut craindre des dérives. Parce qu'on a vu tout récemment, avant même les attentats, il y avait un débat, il y avait dans l'opinion publique une focalisation sur ce qui se passait à travers l'action d'une organisation qui s'appelait Korolowewo. On a vu ce que ça donnait. Parce qu'en fait, c'est utile, en même temps c'est dangereux. Donc ça peut servir pour le meilleur, mais ça peut aussi servir pour le pire. Donc en fait, c'est tout ça. Il y a les phénomènes de délation qui sont des phénomènes sociologiquement non tolérés par les populations parce que, bon, pour des raisons que Hervé Kam disait tout à l'heure, mais au-delà de ça, il faut savoir que cette collaboration elle pose le problème même de la légitimité justement de cette police de proximité, ces auxiliaires justement de nos forces de sécurité et de défense. Donc c'est pas du tout évident que si on doit les accepter, si on doit s'appuyer là-dessus, il faut que ça soit canalisé, il faut que ça soit réglementé, il faut mettre des balises, il faut mettre des garde-fous pour justement éviter les dérives éventuelles qui peuvent compliquer plus la situation qu'elle ne l'arrange. Oui, et pour vous, toujours dans cette question de collaboration, on a aussi le fait qu'il faut arriver à pouvoir allier à la fois cette nécessaire transparence dans tout ce que l'État peut avoir à faire pour que, comme l'a dit Maître Kam, on puisse ne pas porter des amalgames sur un certain nombre d'actions menées sur le terrain. Oui, il faut de la transparence, il faut objectivement de la solidarité, il faut expliciter les enjeux, il faut beaucoup de communication, parce que très souvent aussi, c'est quand il n'y a pas suffisamment de communication pour expliquer que les choses finalement n'arrivent pas, il y a de l'incompréhension qui s'installe et puis les choses dérapent. Je pense que si on a une bonne pédagogie par rapport à cette nécessaire collaboration entre les citoyens et les forces spécialement chargées de notre sécurité, je pense qu'on peut y arriver. Parce qu'en fait, les terroristes, ils ont leurs objectifs. Ils ont des objectifs politiques qu'ils visent à atteindre à travers des actes comme ça. C'est avant tout un acte c'est un acte, j'allais dire, politique, un peu comme dit Clausewitz, hein, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, ils ont leurs objectifs. Et donc, ils cherchent à les atteindre, créer la peur, c'est ça même le terrorisme. Mais là, nous sommes dans un cadre d'une guerre asymétrique. Ouais. Bon, asymétrique parce que justement pour des gens qui n'ont aucune considération pour la vie, à commencer par la leur, donc je pense qu'effectivement c'est très très difficile de lutter contre ça, d'où justement leur force d'ailleurs même. Mais c'est aussi justement un appel à un surcroît de vigilance de la part de tout le monde. Je pense que effectivement on est dans une logique de guerre et à la guerre, comme à la guerre, il faut effectivement que par tous les moyens, cette solidarité-là entre les autorités et les citoyens, elles puissent effectivement se manifester, elles puissent être quelque chose de fécond qui apporte des résultats. Je pense que c'est le plus important. Oui, c'est le plus important pour vous également, Maître Kam. Oui, mais je voudrais dire qu'il y a quelque chose peut-être d'aussi important, c'est la confiance.
Parce que la réalité est que tout ce que nous demandons pour renforcer en fait le lien de collaboration avec les autorités sécuritaires, en réalité comme socle de base la confiance entre en fait les citoyens que nous sommes avec l'administration. Parce que il ne faut pas oublier qu'une des raisons aussi de cette défiance en fait vis-à-vis de l'autorité publique en général, en fait, s'origine dans le manque de confiance qu'il y avait entre les administrés et l'administration. Il y avait une sorte de rejet total qui fait qu'on ne se sent pas concerné, on ne se sent pas soumis. Et d'ailleurs, on estime que l'autorité publique n'a pas le droit de nous exiger cela parce qu'elle-même n'est pas un exemple. Aujourd'hui, le contexte nous oblige à un changement à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que ça intervient quand même à un moment où nous avons élu un gouvernement de façon démocratique et accepté par tous. Donc si on a élu un gouvernement, on doit quand même se respecter soi-même en respectant en fait l'autorité qu'on a mis en place. Donc, dans le contrat social. Dans le contrat social, c'est nécessaire. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, il appartient aux autorités nouvellement élues qui ont une certaine légitimité, justement, d'instaurer ce climat de confiance-là avec les administrés que nous sommes, mais un climat de confiance basé sur la vérité. Et à partir de ce moment, eh bien, comme je l'ai dit tantôt, ça sera avec joie que chacun va participer à cette œuvre sécuritaire-là en changeant son comportement parce qu'on sait que entre la population et l'administration, c'est un même combat, c'est un même ennemi qui est le terrorisme. Justement, en octobre 2014, on s'était rendu compte que juste avant l'insurrection populaire, même dans la ville de Ouagadougou, quand vous circulez, il y avait beaucoup d'incivisme, personne ne voulait s'arrêter pour que l'autre passe. Mais automatiquement, au lendemain de l'insurrection, on a senti que subitement les Burkinabés sont devenus gentils entre eux. Le professeur pourra expliquer. Je pense que les juristes peuvent l'expliquer, les sociologues aussi peuvent l'expliquer. L'incivisme a toujours ce genre de cause, c'est-à-dire qu'à un certain moment, les gens ne se sentent plus dans le contrat social. On a vécu ça. Effectivement, le danger maintenant, c'est quoi? C'est que ce qui s'est passé nous a montré qu'au fond, le pouvoir appartient au peuple. Mais le pouvoir appartient au peuple, ne peut pas être exercé par le peuple que par ses représentants. Donc nous avons une obligation de laisser ceux que nous avons élus et conduire le pouvoir, nous soumettre à leur autorité en tant qu'autorité légitime. Et ce n'est que lorsque, en fait, l'autorité légitime elle-même ne respecte pas ses engagements qu'on peut soi-même considérer qu'on se délie de ses engagements et naît l'incivisme. Donc, je pense que ça, autant ça pouvait s'expliquer avant l'insurrection, autant aujourd'hui, ça ne devrait pas pouvoir s'expliquer. Autant aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, ce qui doit pouvoir s'expliquer, c'est que tous les Burkinabés se disent que finalement, ce pouvoir-là, c'est nous qui devons l'exercer et que pour que nous puissions l'exercer, il faut que nous collaborons avec les forces sécuritaires. Pour que nous puissions l'exercer, il faut que nous respectons l'autorité légitime parce que c'est comme ça que la société peut fonctionner. Oui, professeur Ouedraogo. Tout à fait. Je pense qu'avant la chute du régime, ce qu'on a qualifié d'incivisme, que moi-même j'appelle cette montée de l'humeur anti-institutionnelle, avait un but. C'était justement parvenir à nous débarrasser justement de ce régime que vous connaissez. Et après avoir réussi à faire ça, bon, je pense qu'effectivement aujourd'hui, il faut que cette énergie-là soit utilisée justement à construire. Bon, le malheur, c'est que bon, une machine de guerre ne se transforme pas subitement en machine de construction. Donc, un travail à faire. Il faut réussir une intégration morale qui n'est pas encore là, parce que l'avocat parlait tout à l'heure de défiance et de manque de confiance. Je pense que c'est le socle. C'est pour cela que j'ai commencé mon intervention en parlant justement de symbole, de symbolique, parce qu'il y a un problème d'intégration morale. Mais est-ce qu'il faut l'incivisme pour comme réponse à un certain manque de confiance qu'on pourrait avoir aux institutions?
Ben, en fait, c'est la réponse que les gens y donnent comme réponse à ça. Donc, il faut, c'est aux autorités de créer justement les conditions justement d'avoir cette confiance-là. C'est très, très important. Par l'exemple. Par l'exemple, parce qu'effectivement, on ne peut, quelqu'un disait que nul ne peut gouverner s'il ne se gouverne lui-même. C'est important. C'est par l'exemple, c'est par la capacité à donner au peuple. Vous savez, quand on dit, ben voilà, il faut augmenter les salaires, voilà, il y a la misère économique, il y a ceci. Ce matin encore, j'entendais quelqu'un dire que du côté du Nord, les jeunes ont interpellé un ministre en disant, ah, vous savez, si vous ne faites rien pour la jeunesse, ben, les djihadistes, ils enrôlent et ils paient bien. Bon, je pense que la question sociale n'est pas simplement, peut-être du chantage, mais je veux dire, même pas ça, je veux dire que la question sociale n'est pas simplement une question de porte-monnaie, ce n'est pas une question de portefeuille, ce n'est pas une question de manger. C'est important, il y a ça. Mais aussi, surtout, plus important, c'est une question de donner des idéaux aux gens, une question de donner des croyances aux gens. C'est peut-être ça qui manque le plus dans notre pays. Moi, des fois, je prends des exemples pour faire rire. J'aime caricaturer quand je suis avec mes étudiants. Je dis, mais vous savez, quand on parle, les syndicats disent qu'il faut augmenter les salaires. Je dis, mais si les gens ont suffisamment confiance à un régime politique, vous savez, les gens peuvent consentir des baisses de salaire, même dans ce pays-là. Pour peu qu'ils aient effectivement confiance et qu'ils comprennent pourquoi il faut consentir des sacrifices à un moment donné. Les gens sont capables de le faire. Donc, vous voyez, parce que c'est important. Je pense que c'est ça qui a manqué à ce pays-là. Vous savez, quelqu'un nous a fait croire qu'il voulait construire dans ce pays une société d'espérance et de progrès. Finalement, le seul progrès qu'on a vu dans ce pays, c'était le progrès des taux de croissance. En termes d'espérance, on n'en a pas vu grand-chose. Et ce n'est pas étonnant qu'on ait vu tout ce qu'on a vu là. Donc, oui, et donc, pour mettre Cam, on l'a vu, si face à l'incivisme, l'autorité de l'État recule, et qu'il faut une nécessaire restauration de l'autorité de l'État. Vous l'avez dit, il faut d'abord que ceux qui ont la charge de cette gestion de l'État au sommet donnent l'exemple. Absolument, parce que je suis de ceux qui pensent qu'en aucun cas, on ne peut instaurer l'autorité de l'État par la force. C'est voué à l'échec. On ne peut pas. L'État a le monopole de la force, mais c'est une force qui s'assoit sur des relations sociales claires. Quand vous prenez, par exemple, ces derniers temps, qu'est-ce qu'on a vu? Lorsqu'il y a un accident, celui qui est dans une voiture de luxe, même s'il a raison, il doit fuir. Tout simplement parce que les gens se disent, ah ben, puisqu'il est riche, à la justice, il aura raison. Donc les gens se font justice. Quand vous voulez corriger ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout comme on lui reproche même d'avoir volé pour avoir... Oui, non, ce que je veux dire, justement, quand vous voulez corriger ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que, d'abord, on travaille à ce que les gens ne voient pas à tous ceux qui ont, comme on appelle, une certaine aisance, des voleurs. Deuxième élément, il faut que, lorsque on va, par exemple, chez les autorités publiques comme en justice, qu'on puisse en sortir satisfait, même si on a perdu, parce qu'on a confiance aux institutions. Et à partir de ce moment, l'autorité de l'État s'impose tout naturellement. Donc, on a atteint un tel niveau de dépravation donc, de ces relations sociales-là que pour corriger ça, il faut beaucoup de communication. Ça veut dire qu'il faut que les nouvelles autorités communiquent, montrent vraiment l'exemple et procèdent surtout par l'exemple. Parce que la force ne pourra pas résoudre. Et de toute façon, tout ce qu'on apprend par la force, quand la force part, on la perd. Ça, c'est constant. Oui. Donc, allez-y. Donc, à partir de ce moment et face aux défis qui se posent à nous, donc, il faut créer, tout le monde, chacun à son niveau, doit contribuer à créer un climat propice déjà au respect de ces instructions-là. Mais comme je l'ai dit, il appartient aux autorités de donner cet exemple-là, de faire en sorte que les institutions répondent aux buts pour lesquels elles sont là et non répondent à des hommes. Et ça, on peut changer notre société. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui, le Burkina? Nous avons montré que nous étions des démocrates. Et si nous avons des autorités démocrates dans le bon sens, je pense que le civisme va venir de soi-même. Justement, est-ce que souvent cet incivisme n'est pas aussi dû par le fait que le citoyen n'a pas le sentiment que l'autorité qui est en face de lui
a été élu démocratiquement, a été vraiment son représentant du fond du cœur. Oui, il y a cet élément, mais il y a Et d'autres... donc procéder à aussi peut-être cette démocratisation réelle de la société. C'est ce que je dis. Nous avons déjà fait un premier pas, qui est un grand pas, c'est-à-dire d'avoir élu des autorités qui ne sont pas contestées sur ce plan-là. Ça, c'est un acquis. Le deuxième acquis, c'est que ces autorités-là méritent la confiance qu'on les a donnée. Troisième élément, après ça, c'est que ces autorités procèdent en fait de façon pédagogique pour faire changer les comportements. Donc, jusqu'à présent, les choses se passent bien. Donc, il faut continuer en fait dans ce sens-là. Et quelqu'un l'a dit tantôt, les sociétés changent toujours, en tout cas très souvent, à la faveur de gros chocs. Nous avons connu un grand choc en réalité politique qui était l'insurrection. Bien entendu, ça a apporté un changement. Les événements du 15 sont un très grand choc pour notre pays et ce choc-là crée un climat propice au changement. Donc, il nous appartient tous de saisir cette occasion-là, de faire en sorte que ce qui s'est passé ne se reproduise plus dans notre pays, tout simplement, parce que les Burkinabés auront montré que sur cette question aussi, ils peuvent être engagés, ils peuvent donner la main, comme ils l'ont fait pour la démocratie. Oui, comme ils l'ont fait pour la démocratie, professeur. Mais on l'a vu peut-être dans le cas des vitres fumées et des vitres teintées des véhicules, ou encore le cas de l'explosion de l'Arlé, et même avec une récente découverte d'explosifs dans un quartier de Ouagadougou, que c'est comme s'il y a une sorte de rejet et que, comme l'a dit Maître Cam, il faut vraiment travailler à pouvoir résoudre ces questions. Oui, il faut plusieurs choses en même temps. Je pense que il faut de l'autorité, il faut de la communication, il faut tout ça en même temps. C'est vrai, on ne change pas une société par décret, parce que les processus de changement sociaux sont des processus des fois très très longs. En même temps, on ne peut pas laisser le temps au temps tout le temps. Des fois, on est obligé aussi, quand on est responsable, de prendre des mesures. Mais je pense qu'à la matière, peut-être, il y a un piège qui est tendu un peu aux autorités, surtout nos autorités proprement élues cette fois-ci, comme il en était question tout à l'heure. Ce piège, c'est quoi? Parce que je crois que quelque part, dans l'esprit des citoyens, ils se disent, avec ce qui s'est passé, il y a une sorte on ne dit plus rien ne sera comme avant. Donc, les gens se disent, et peut-être que là, c'est là aussi qu'il faut qu'on se dise clairement les choses, les gens se disent, mais de toute façon, on peut défier l'État le plus loin possible. Ils ne vont pas réagir violemment, parce qu'ils ne vont pas dans une preuve de force avec les gens qui se comportent d'une manière... Mais là, nous sommes dans le cas d'un régime peut-être qui est illégitime, un régime peut-être illégal, contesté, qui est frileux sur un certain nombre d'aspects et qui pense que peut-être faire profil bas face à certaines revendications lui permet de maintenir ses privilèges. Mais justement, c'est là le piège. Moi, je pense qu'à un moment où il faut sortir de ce piège-là. Je pense qu'à un moment, il faut savoir taper du poing sur la table. Il faut arrêter ça. Sinon, quand les gens ils vont de plus en plus prendre confiance en leur force vis-à-vis de l'État qui ne fait que reculer, mais quelle société on est en train de construire? C'est Sicile, c'est Palerme. On va bientôt marchander nos libertés dans ce pays-là si on laisse faire. Donc il faut de l'efficacité. Je pense que ça aussi de l'efficacité, de la rigueur, de la communication. Il faut tous en même temps. Il faut tous en même temps. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est important et ça, il faut que les gens le comprennent. Et plus que jamais, on a besoin de pouvoir qu'ils s'affermissent, l'autorité de l'État, qui prennent leurs responsabilités quand il le faut. Mais des fois, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Hein. Moi, je pense qu'il faut qu'à un moment, les gens comprennent que il faut arrêter, il faut qu'on construise cette nation. On ne peut pas laisser cette anarchie s'étendre indéfiniment. Je pense que ça se retournera contre la société et ça peut nous amener à des impasses si on y prend garde. Oui, Maître Cam, on l'a vu. Est-ce que le fait aussi parfois que les gens s'accrochent
au pouvoir indéfiniment peut amener peut-être cet État-là à se fragiliser et à ne pas pouvoir jouer son rôle comme il se doit. Et comme vous le dites, avec ces nouvelles autorités, on doit pouvoir avoir l'exemple, mais aussi peut-être cet exemple dans la lutte contre la corruption, la lutte pour la transparence dans la gouvernance même en tant que telle. Ce qu'on peut dire, c'est que la durée est un facteur d'effritement de l'autorité du pouvoir politique. Mais ce n'est pas ça seulement. Hein. Et le comportement de l'autorité politique est aussi un facteur d'effritement de son autorité. Donc, tout ça, ça peut changer. Ici, on a dit, on n'est plus dans ce contexte-là. Mais on n'est plus dans ce contexte, mais on est dans un contexte de reconstruction. Et dans un contexte de reconstruction, on utilise la carotte, on utilise le bâton. Ça, c'est évident. Et pour l'autorité de l'État doit être respectée. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la dynamique depuis l'insurrection, la dynamique des élections, conduisent en somme à quelque chose de la dynamique de l'unité et de la solidarité en fait nationale. Et tout ça, il y a plusieurs éléments qui rentrent toujours en ligne de compte. L'élément de l'autorité rentre en ligne de compte, mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, quand vous voulez dire à ces vendeurs de pétards que de ne plus vendre les pétards, vous devez expliquer comment. Vous devez commencer effectivement à faire les fouilles pour éviter que ça rentre, mais bien entendu, lorsque il y a des pétards dans la ville, il faut les saisir. Et c'est dans ça que la collaboration aussi va jouer. Lorsque on saisit en fait des pétards dans la ville, il ne doit pas pouvoir se trouver toute une foule homogène pour lutter contre ça. Parce que dans le groupe, il y a sans doute des gens aussi qui ont compris et qui comprennent que c'est pour notre intérêt qui vont expliquer aux gens. Moi, j'ai assisté à une audience où, dans la salle, il y avait donc de l'excitation. Et lorsque le président a dit, OK, s'il y a encore de l'excitation, je vais vider la salle, mais c'est la salle elle-même qui faisait sa police. C'est les assistants. Les gens se sont autodisciplinés parce que, bien entendu, il y avait quand même dans cette assistance-là des gens qui comprennent. Donc, quand on parle en fait de l'évolution, c'est aussi dans ce sens-là. Moi qui comprends, ou vous qui comprenez, vous devez pouvoir expliquer à votre voisin qu'on a intérêt à respecter ce que ce policier il dit. On est 5 contre lui, on peut le tabasser, mais il est là pour nous, on ne doit pas le tabasser. Et pour quelle raison? Donc voilà un peu ce qui donne aussi de l'autorité. Parce que si, comme il l'a dit, la vue du gendarme n'est plus le début de la sagesse, eh bien, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'État. Oui, et dans le cadre également de contrôle des véhicules aux vitres fumées, par exemple, on l'a vu à un moment donné, la Ligue des consommateurs qui a mené une démarche vers le ministère de la Sécurité en son temps, entre griffes, selon la Ligue, pour un plaidoyer. Et ensuite, d'autres mesures sont sorties pour avoir de façon conservatoire l'application de cette mesure, puisqu'il fallait, comme l'a dit Maître, prévenir, communiquer autour, etc. Est-ce que cette démarche participative doit être de mise toujours pour véritablement arriver à instaurer cette autorité de l'État? Oui, je pense que dans un premier temps, effectivement, il faut expliquer, j'aime pas trop le mot, il faut sensibiliser parce que c'est pas toujours que les gens ne comprennent pas. Des fois, ils font délibérément le choix de ne pas respecter et de se comporter comme ils veulent. Mais dans un premier temps, pour ce qui est de la responsabilité de l'autorité, c'est effectivement de communiquer, de dire le pourquoi, de comment. À partir de là, effectivement, la deuxième chose, c'est effectivement... montrer la force pour dire qu'on ne peut pas tolérer, on ne peut pas laisser, parce que sinon ça serait une fuite de responsabilité. Je pense que force doit rester à la loi, comme on dit, et donc il faut quand même on assume ses responsabilités.
Oui. Mais je pense que c'est le piège dont je parlais là, parce que les gens se disent, bon, maintenant, vu tout ce qui s'est passé, bon, les forces de sécurité sont en train de jouer leur qualification sur ce terrain-là, jusqu'où peuvent aller, pour ne pas, justement, se dévoiler comme faisant la même chose que par le passé, ce qu'on a vu. Donc, mais je pense que c'est ce piège-là qu'il faut savoir déjouer. Mais ça, je pense que si on laisse la parole aux gens, si on laisse les gens pouvoir délibérer, c'est très très important, parce que je crois que dans ce pays, les gens ne délibèrent pas assez. Les gens, ils ont des sautes d'humeur, mais ils ne prennent pas le temps, comme dans l'exemple qu'il donnait tout à l'heure dans cette salle où les gens se sont autodisciplinés. Moi, je pense qu'à une échelle même du quartier, à une échelle de la ville, si les gens, les différents protagonistes prenaient le temps, effectivement, de rentrer en débat sur des questions, je pense qu'on pourrait trouver des accords. Oui. Et il y a aussi cette question de moyens aussi souvent qui est mise en avant pour dire oui, l'État ne peut pas faire ci ou l'État ne peut pas faire ça. Comment peut-être dépasser je pense qu'on met très souvent beaucoup de choses sur le compte du moyen. C'est vrai qu'on a besoin de moyens, je veux dire, pour acheter des armes, mais on n'a pas besoin de moyens pour, je veux dire, expliquer, pour instaurer un processus discursif dans l'adoption d'un texte. Lorsque et aussi dans l'application. Lorsque le gouvernement a décidé d'interdire les vitres fumées, en fait, d'abord, ça a été fait à la suite d'un communiqué. On n'interdit pas par un communiqué, on prend un texte. Donc, avant de prendre le décret, on ne peut pas toucher peut-être tous les Burkinabés, mais la TNB est là, et les associations de consommateurs sont là, à qui on peut expliquer. Et quand le texte est pris, deuxième élément important, c'est dans son application. Moi, j'ai été interpellé en tant qu'avocat par des gens qu'on a arrêtés, on a pris leur véhicule et amené à la fourrière et on leur a rien dit. Donc, ce n'est pas le rôle de l'agent. Quand on veut se faire respecter, il faut expliquer. Bon, et à partir de ce moment, si la personne fait de la résistance, vous avez toujours la force. Mais il y a, même dans ça... En son temps, les forces de sécurité avaient aussi expliqué que les véhicules qui sont arrêtés et amenés en fourrière, il y a un centre agréé qui va procéder aux vérifications. Oui, mais on explique quand vous prenez la voiture de quelqu'un, vous lui expliquez que, voilà, pour telle raison, on est obligé de conduire la voiture à la fourrière qui sera expertisée et après ça, vous pouvez prendre. Parce que ce que j'ai dit, c'est que nous avons dû envoyer quelqu'un là où les véhicules étaient garés pour aller comprendre et nous-mêmes, nous avons expliqué à la personne: il n'y a pas de souci, vous trouvez une solution, c'est pour dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi de suite. Mais ça aurait pu être fait en amont, ça facilite les choses. Donc dans déjà la prise de décision, l'application de la décision, et si on prend cette affaire de vite fumée, les premiers jours, c'était beaucoup plus contesté que vers la fin. Parce qu'après, même moi je suivais les émissions interactives. Lorsqu'on suivait les émissions interactives vers la fin, on se rendait compte que majoritairement, les gens comprenaient. Et les gens disaient, c'est pour la sécurité. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a cloché quelque part. Et comme on dit, lorsqu'on parle d'une question aussi importante que l'insécurité, que ce qu'on a vécu le 15, il ne me semble pas que vous allez trouver un Burkinabé qui ne se sent pas concerné. Donc, à partir de ce moment, l'être humain, c'est un être purement rationnel. Quand son intérêt est en jeu, il peut bien comprendre. Oui. Professeur, est-ce que la question du moyen ne doit pas être dépassée et comment arriver à pouvoir le dépasser ce seuil? Oui, j'avais dit effectivement qu'il y avait des problèmes de moyens qui se posaient. Mais c'est vrai que tout n'est pas une question de moyens. Il faut voir sur les autres aspects ce qu'on peut faire, même avec de faibles moyens. Il y a des choses qu'on peut toujours faire. La communication, comme il le disait, c'est des choses qui sont apportées. Mais je pense que la focalisation sur les exemples que vous avez donnés là, il faut peut-être les dépasser parce qu'il y a d'autres choses que personnellement je vois venir et il faut déjà anticiper. Je pense aussi que nous sommes dans une société où les gens n'anticipent pas assez. Vous voyez, ailleurs on entend toutes ces histoires autour du port du voile intégral. Je pense que c'est des choses qui sont devant nous et qui vont
du jour au lendemain Après va se l'attaque de poser. Samorogouan, en fait, des voix s'étaient élevées pour voir dans quelle mesure interdire ces Voilà, vêtements, et là, mais effectivement, ce n'était pas officiel. bon, je pense qu'à la matière, surtout, nous sommes là sur un terrain très très sensible. Vous savez, tout ce qui Est religieux, est très très sensible, et donc il faut voir. D'ailleurs, même vous me donnez l'occasion de parler de ma prochaine université d'hivernage sur le thème justement de impératif de sécurité, protection des libertés et lutte contre le terrorisme. Je pense qu'il y a lieu dans notre pays aujourd'hui de tenir une réflexion sur ces questions-là, qui sont des questions incontournables aujourd'hui avec ce qu'on vient de vivre il y a 2 jours. Comment allier lutte contre le terrorisme, promotion des droits humains, et liberté? C'est le thème du séminaire, justement. Oui, il faut y participer, il faut que la presse soit présente, il faut faire il faut médiatiser tout ça, mais je pense qu'effectivement, c'est très très important aujourd'hui. Mais déjà que vous êtes là? Oui, que je suis là, mais effectivement, je pense qu'effectivement, nous sommes dans une société où de plus en plus, il va falloir accepter une marge d'empiètement sur nos libertés au profit de la lutte contre le terrorisme et pour les besoins de notre sécurité. C'est important. Bon, en même temps, c'est vrai que les gens ne sont pas très très prêts à l'admettre pour des raisons dont nous parlons depuis le début de cette émission, à savoir les habitudes de comportement. Un domaine qui me fait beaucoup peur et d'ailleurs même ce matin, je me suis réveillé avec cette peur après avoir vu ce qui est arrivé à l'hôtel. Bon, il y a d'autres cibles qui sont potentiellement des cibles de ces terroristes-là. Moi, une fois, j'étais dans une gare routière que je ne vais pas nommer, mais si vous voyez des cars qui sont alignés, bondés, des bagages pêle-mêle, des gens qui rentrent, qui sortent, c'était un tel fouillis que, franchement, ça, c'est des cibles privilégiées des terroristes. Donc, il faut, je pense, pour nos autorités, anticiper des fois, parce qu'ils connaissent ces comportements, ils savent ce qui se passe dans ces gares-là. Il ne faut pas jouer le pompier pyromane, il ne faut pas attendre qu'il y ait le feu pour venir éteindre. Je pense qu'il y a la possibilité d'anticiper beaucoup de choses et il faut le faire. Et donc, Voilà. Donc, Maître Kamui. Oui, non, je voulais dire quelque chose sur justement le changement de comportement, les questions de moyens. Vous avez parlé tantôt des questions d'interdiction de voile. Je disais que, en fait, tout le monde peut comprendre. Moi, j'ai été On a vu un reportage au journal, sans vous couper, on a vu un reportage au journal de 20h de la RTB, où à la mosquée sunnite qui n'est pas très loin du lieu des attaques du 15 janvier, on a vu qu'ils ont installé des caméras de surveillance pour voir les entrées et venues. C'est ce que j'allais dire. J'ai été agréablement surpris de voir que les gens pouvaient changer de comportement, même dans les pratiques religieuses, quand les nécessités l'imposaient. Au plein fort moment de la crise Ebola, les gens ont changé de comportement. Et personne n'a amené le bâton. Ça veut dire, je pense que chacun regarde dans sa pratique qu'est-ce qui peut être fait, et les gens l'ont fait. Moi, je partais à l'église, la paix du Christ, on ne se saluait plus. C'est qu'on est né trouvé et ça a changé. Et ça peut toujours, mais en général, ce qui pose des problèmes, c'est la stigmatisation. Quand on on pose les problèmes et qu'on les résout sans stigmatiser, à mon avis, ça ne pose aucun problème. Donc, nous avons cet avantage-là qu'on peut discuter sur tous les sujets dans notre pays, mais profitons-en, discutons, et pour tout ce qui concerne la sécurité, c'est chacun qui, à son niveau, trouvera donc les solutions idoines et ça va passer. Donc, je pense que de ce point de vue-là, on accuse très souvent le manque de moyens pour rien. Et les moyens, on les utilise par préférence là où ça doit aller. Aujourd'hui, on dit, OK, les questions socio-économiques sont prioritaires. Mais qu'est-ce que vous voulez réussir sur le plan socio-économique dans un contexte qui n'est pas sécurisé? Ce n'est pas possible. Donc, il faut équilibrer. L'État est un État. Chacun doit jouer sa partition. Et moi, je ne suis pas, convaincu que si aujourd'hui, le professeur l'a dit tantôt, on demande un sacrifice supplémentaire au peuple burkinabé pour des raisons de sécurité, les gens vont refuser. La seule condition sera qu'on soit certain que le sacrifice qu'on nous demande servira vraiment à la lutte contre la
le terrorisme et non pour des personnes de payer la scolarité de leurs enfants dans des universités européennes. Donc c'est ça le souci. Donc à partir de ce moment, on peut dépasser la question des moyens. Oui, professeur. Oui, pour terminer, certainement que on l'a vu, il nous faut une bonne dose de courage pour dépasser l'incivisme et puis revenir à de meilleurs sentiments, mais aussi à l'État de cesser de reculer face à certains comportements qui ne s'y est pas. Oui, absolument. Je pense qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités, qu'il s'affirme comme autorité, qu'il se donne une image acceptée et acceptable. C'est un travail de construction, c'est un travail de communication, c'est un travail d'éducation, c'est un travail de pédagogie. Donc je pense que si ce travail est fait, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas allier et la coercition et le consensus sur des questions fondamentales où il y va de la sécurité de tout un chacun. On termine par vous, Maître Cam. Non, je pense que, et comme on l'a toujours dit, c'est tout à fait possible. Autant, même au temps fort du RSP, vous vous trouvez à un feu, le président Compaoré venait d'un voyage. Après être arrêté 10 minutes, les gens sont passés. Et aujourd'hui, quand on voit le barrage dans la zone du drame du 15, personne ne force. À la limite, le militaire, il n'a même pas besoin d'armes pour faire respecter le périmètre. Ça veut dire que dans ce cas précis-là, la vue de l'autorité rend tout le monde sage, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et comme je l'ai dit, et c'est cela qui est important, donc la question de l'autorité de l'État ne doit pas faillir, mais l'autorité de l'État doit s'asseoir sur un contrat clair. Et nous sommes tous les acteurs de ce contrat-là. Merci à vous, Maître Guy Hervé Cam. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Balai citoyen. Et merci également à vous, professeur Bourema Ouedraogo, enseignant à l'Université de Ouagadougou. Vous êtes sociologue et ce soir, nous avons discuté de comment changer nos habitudes pour être en phase avec la lutte acharnée contre le terrorisme. On espère que vous avez trouvé les clés pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un autre sujet.